Bonsoir. La Corse unie et solidaire enterre ses morts. Une journée de deuil et de prière dans toute l'île. Ferveur et dignité pour les obsèques de 4 victimes de la tragédie du stade de Furiani. Reportage Maxime Villirilo et Jean-Jacques Philippi. Bastia, assommé par la douleur. La ville aujourd'hui a refermé ses bras sur son cœur pour mieux partager la peine des familles des 12 victimes de Furiani. Partout le souvenir, partout le recueillement. Partout, les rues désertes. La population de la ville morte a regagné l'église Saint-Jean. 12 000, peut-être 15 000 personnes sur la place du marché pour suivre de l'extérieur les obsèques de 4 des disparus. Monseigneur Casanova, évêque de Corse, a célébré les funérailles et rendu hommage à la solidarité légendaire des habitants de son île, toujours unis dans la tragédie. Sous la nef, remplie, bouleversante d'émotion, les larmes ont baigné les chants traditionnels, seuls capables d'exprimer la souffrance de tout un peuple. Présente aussi dans la détresse Frédéric Bredin, ministre des Sports, aux côtés d'Émile Zuccarelli, maire de Bastia et ministre des Postes. Hommage touchant enfin des joueurs bastiais par la voix de leur capitaine Antoine Di Fraia. À l'extérieur, sous le premier soleil d'un été précoce, les Bastiais en deuil ont suivi dans la dignité la sortie des corps avant de prendre en cortège le chemin du cimetière de Bastia, situé face à la mer. La justice travaille avec rapidité. Une première inculpation hier soir, celle d'un responsable du montage de la tribune, il a été écroué. Ce matin, un premier rapport officiel déposé sur le bureau du procureur de la République de Bastia. Il confirme l'extrême fragilité de la tribune provisoire. Le point sur l'enquête, Rémi Goudicelli et Marie-Hélène Rocton. Jean-Baptiste Castellani est un retraité lucide et heureux. Voici ce qu'il nous déclarait il y a 2 jours au pied de la tribune nord du stade de Furiani. J'ai remarqué qu'entre la partie qui n'est pas tombée et l'autre partie, c'était pas relié. C'est-à-dire qu'il y avait un couloir et n'était relié que vers le haut. Et ça m'a intrigué. C'est un peu pour ça aussi que je me suis promoté sur cette tribune. C'est justement parce qu'ils sont arrivés au même constat que les experts des commissions d'enquête ont amené le juge d'instruction Jean-Pierre Rousseau à inculper puis écrouer le responsable du montage de cette tribune. Jean-Marie Boismont, 39 ans, filmé ici lundi dernier devant la commission départementale de sécurité. L'entreprise Sud Tribune est donc le premier suspect désigné par la justice. Les experts qui ont déjà déposé un pré-rapport au juge d'instruction confirment qu'il y a eu des lacunes dans l'assemblage de cette tribune, en tout cas entre 2 parties de l'assemblage de cette tribune, et que ce sont ces lacunes qui sont en cause directe avec l'effondrement de celle-ci. Les points de fixation entre les 2 types d'échafaudage utilisés à la construction de la tribune n'ont, semble-t-il, pas résisté aux trépidations et aux différents mouvements du public qui était sur cette tribune. Ce qui est certain, c'est que M. Boismont explique que c'était la première fois qu'on associait un assemblage de cette nature. La structure qui s'est écroulée était sensible aux déplacements latéraux, hâtivement montés et mal arrimés à celle qui est toujours debout. Pourtant, le PDG de Sud Tribune rappelle ce soir encore que les experts de la société de contrôle Socotec l'ont jugé conforme et que la commission départementale de sécurité a elle aussi autorisé l'accès au gradin. Pour le juge d'instruction Jean-Pierre Rousseau, l'enquête ne fait que commencer. Chiffre encore provisoire, le dernier bilan de la catastrophe fait état de 11 morts. 537 blessés sont toujours hospitalisés. Difficile de répondre à toutes les demandes de soins. En Corse, les hôpitaux sont submergés depuis 4 jours et les équipes médicales travaillent sans relâche. Travail d'autant plus éprouvant que la grande majorité des victimes sont des jeunes. Reportage Pierre-Jean Lucioni. Les services radiologie des différents hôpitaux travaillent 24 heures sur 24 pour déceler des lésions osseuses ou musculaires. Des résultats qui révèlent un désastre sans précédent, des centaines de fractures qui risquent de provoquer à terme des infirmités partielles ou totales.
Vous avez des personnes qui auront des fractures minimes. Peut-être on découvrira dans les jours ou dans les semaines qui viennent des fractures du 5e orteil qui ne seront pas graves et ces gens-là auront eu de la chance. Mais il est évident qu'il y aura certainement des personnes qui seront handicapées. Plus de 500 personnes restent hospitalisées dans 12 établissements de Corse et du continent. 500 personnes atteintes à des degrés divers, mais toutes n'auront pas la chance de rentrer rapidement chez elles. Il leur faudra des soins intensifs et de longues séances de rééducation pour qu'elles retrouvent pour certaines une vie normale, sans compter les incidences psychologiques sur des enfants nombreux dans la tribune tragique. Sur le plan psychologique, tous les gens qui étaient au stade, les blessés, mais même les autres, ceux qui ont porté des secours, sont fortement choqués. Les gens font des cauchemars, ils n'arrivent plus à dormir, surtout les enfants. Et je crois que là, il faudra du temps, bien sûr, pour que ça se tasse. On pourra mesurer dans quelques mois avec précision les conséquences à la fois humaines, sociales et économiques, un véritable désastre pour la Corse et pour ses habitants. Par ailleurs, la polémique sur la finale de la Coupe de France de football est terminée. Il n'y en aura pas. La Fédération française de football décidera le 29 mai prochain à Montpellier si la Coupe est attribuée ou non à Monaco par forfait. Une fédération, par ailleurs, qui s'abstiendra désormais de tout commentaire relatif à la tragédie de Furiani. L'actualité est marquée également par un accident de car particulièrement meurtrier en Espagne. Le véhicule se rendait de Lisbonne à Paris avec à bord des passagers français et portugais. Bilan 17 morts et une trentaine de blessés. Commentaire Isabelle Thomas. L'autocar était parti la veille de Lisbonne pour Paris. La plupart des 46 passagers étaient portugais. Ils rentraient en France après des vacances au pays. Il y avait aussi des Danois, des Français et des Hollandais. Certains se rendaient au parc d'Euro Disney. C'est à la hauteur de Vitoria, en Pays basque espagnol, que l'autocar a soudain quitté la chaussée, arraché les barrières de protection, effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser 5 mètres en contrebas de la route. 15 morts étaient retirés de la carcasse et 2 autres passagers devaient décéder à l'hôpital. Toutes les victimes seraient portugaises. 12 des 31 blessés seraient dans un état grave. L'accident s'est produit dans un virage réputé dangereux. D'après l'un des blessés, l'autocar roulait à vive allure. 2 chauffeurs devaient se relayer le long du voyage. Le conducteur, blessé, a admis pouvoir s'être endormi ou avoir été victime d'un malaise. Dans le Nagorno-Karabakh, après 4 ans de guerre, la haine entre Arméniens et Azéris reste toujours aussi vive. Hier, ils signaient un accord de paix à Téhéran. Quelques heures plus tard, les combats reprenaient. Impossible aujourd'hui de faire taire les armes. Morad Aitabouch. Pas de temps à perdre, depuis 48 heures, les combattants arméniens multiplient les offensives sur tous les fronts. Ce matin, après de violents combats, la ville de Choucha est tombée entre leurs mains. Une ville stratégique où était concentré le gros des troupes azéries. Désormais, les forces arméniennes contrôlent l'essentiel du Haut-Karabakh. Cette région, enclavée dans l'Azerbaïdjan, mais peuplée à 80% d'Arméniens. Si dans la ville les combats semblent terminés, autour, dans les montagnes, les affrontements se poursuivent. Dans les environs de Stepanakert, la capitale du Karabakh, des combats ont également lieu. Là, les hôpitaux sont débordés, les chirurgiens sont dépassés, manque de moyens évidemment. Cette escalade, cette offensive arménienne a démarré hier, au moment même où à Téhéran, un accord était signé entre les présidents azéris et arméniens. L'accord prévoit bien un règlement rapide et pacifique du conflit, mais aucun cessez-le-feu n'est prévu pour le moment. En tout cas, les combattants sur le terrain restent toujours sourds à tout espoir de paix. En Bosnie-Herzégovine, la guerre civile fait toujours rage. De nouveaux combats meurtriers ont fait une 50aine de morts et plus de 150 blessés en 2 jours. Pendant ce temps, à Belgrade, tentative de paix ou manœuvre politique, le pouvoir serbe a remis de l'ordre dans l'armée fédérale. Mario Dilpanez. Pour ces soldats, la guerre contre Croates et musulmans est finie. Ils rentrent chez eux en Serbie. La présidence yougoslave, qui ne représente plus maintenant que la Serbie et le Monténégro, a décidé de retirer définitivement l'armée fédérale de Bosnie-Herzégovine. Elle a aussi annoncé la mise à l'écart d'une 40aine de généraux et d'amiraux parmi les plus intransigeants et les plus impliqués dans le conflit. Volonté de paix ou manœuvre politique? Les Occidentaux, qui se préparaient à prendre des sanctions contre le pouvoir serbe, restent sceptiques. Loin de signifier un assouplissement, la purge peut être interprétée comme une volonté de se débarrasser des derniers vestiges du titisme pour installer une armée exclusivement serbe et nationaliste.
Quant au retrait des forces fédérales, il ne changera pas l'équilibre sur le terrain. Il ne concerne que 15% des troupes. Les 85% restants, des Serbes pour la plupart, sont originaires de Bosnie-Herzégovine. Et l'armée fait valoir qu'elle ne peut pas les retirer de leur propre pays. 40 000 hommes qui garderont en plus tout l'arsenal militaire de l'armée fédérale. En fait, le pouvoir serbe semble mener double jeu. Il se montre conciliant à l'extérieur, mais attise le feu à l'intérieur. En Irlande, l'Église sérieusement embarrassée après avoir vu son autorité remise en cause concernant l'avortement d'une jeune fille. Cette fois, le scandale arrive de l'intérieur. Un homme très respecté, Monseigneur Cazet, a en effet donné sa démission pour raisons personnelles. Il aurait eu un enfant. Alain Chabot. Cet adolescent américain n'est pas le fils de n'importe qui. Son père s'appelle Eamon Cazet. Il a 65 ans et il vient de démissionner de son poste d'évêque de Galway, en Irlande. Une démission annoncée jeudi pour raisons personnelles. Mais la presse irlandaise a rapidement éventé l'affaire, affirmant que l'évêque avait versé près de 2 millions de francs au cours des dernières années à Annie Murphy. Cette Américaine de 44 ans s'est alors expliquée. C'est en 1973 qu'elle devint la maîtresse de l'évêque. Une liaison qui a rapidement tourné court après la naissance de l'enfant. Finalement, Monseigneur Cazet aura réussi à garder le secret pendant 20 ans avant que le scandale ne l'oblige à quitter ses fonctions. En tout cas, cet évêque très populaire dans son pays place les catholiques irlandais dans l'embarras. Les autorités religieuses de Dublin sont réputées pour leur conservatisme. L'Église s'est ainsi opposée récemment à l'avortement, toujours illégal en Irlande, d'une adolescente pourtant victime d'un viol. Voilà qui risque de relancer le débat. L'actualité politique française où l'on reparle de primaires au sein de l'opposition dans la perspective d'élections présidentielles anticipées. Selon nos confrères du Monde, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing se sont discrètement rencontrés la semaine dernière et ont conclu un accord sur l'organisation de ces prochaines élections. Explication Véronique Gorel. À quand le mode d'organisation des primaires au sein de l'opposition? Avant l'automne, disait Jacques Chirac, un peu plus vite semblait souhaiter dernièrement Valéry Giscard d'Estaing. Mettre au point avant l'été les modalités du choix du candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle dans tous les cas de figure. Aujourd'hui, la question du calendrier semble réglée. D'après le journal Le Monde, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing se sont rencontrés discrètement la semaine dernière et se sont accordés sur les points suivants. 1. En cas d'élection présidentielle anticipée, le candidat unique de l'opposition sera désigné par un collège de grands électeurs composé de parlementaires et d'élus locaux. 2. Un comité de sages examinera et réglera les éventuels litiges. 3. Enfin, Alain Juppé pour le RPR et François Bayrou pour l'UDF ont jusqu'au 1er juillet pour régler les détails de cette consultation. Faut-il donc considérer l'affaire comme réglée? Pas si vite. L'accord ne repose pour l'instant que sur la rencontre discrète des deux leaders de l'opposition. Or, les débats sur Maastricht sont là pour nous rappeler que derrière eux, tout le monde ne marche pas forcément du même pas. Dans le Médoc, on s'attendait à l'affrontement et pour la première fois, il y eut dialogue. Dialogue de sourds, certes, mais durant 4 heures, chasseurs de tourterelles et écologistes se sont parlé. Des écologistes toujours décidés à faire campagne sur le terrain pour que les chasseurs respectent les directives européennes. Fabrice Goll, Gérard Boisseau. Premier rendez-vous entre écologistes et journalistes à Saint-Laurent-du-Médoc. Alain Bougrain-Dubourg et le professeur Monod sont bien sûr présents, comme chaque année. Antoine Wechter, quant à lui, découvre les charmes d'une journée très particulière en Gironde. 8h45, le convoi s'arrête à l'Espar. Le dialogue s'amorce avec le sous-préfet. Les défenseurs de la nature pénètrent dans la sous-préfecture. Pendant ce temps, Jean Saint-Lary converse tranquillement avec les gendarmes. Il est rapidement rejoint par André Gousta et Georges Riboulet. Les 3 têtes d'affiche des chasseurs sont prêts à négocier. 9h30, après la photo, le dialogue. 4 longues heures de négociation, largement le temps de se rendre compte que le quartier est entièrement bouclé par plus de 200 gendarmes. Jamais la sécurité n'avait été aussi bien assurée par les forces de l'ordre. En outre, l'atmosphère est détendue. Les chasseurs, massés à 100 mètres de là, ne font preuve d'aucune agressivité, même s'ils restent fermes sur leur position. Pour eux, il est hors de question que les écologistes se rendent à la pointe de Grave. 13h30, la réunion est terminée, les 2 parties sont restées sur leur position.
Mais pour la première fois dans le Médoc, chasseurs et écologistes se sont assis autour d'une même table pour échanger leur point de vue. Le Médoc peut avoir son identité sans nécessairement avoir une chasse de printemps. Que les uns et les autres sommes tout à fait conscients qu'on ne peut pas indéfiniment rejouer les mois de mai comme nous les jouons depuis quelques années. 14 h, Georges Riboulet demande à ses troupes de laisser partir les écologistes. 14h15, le carnaval du Médoc est terminé. Les tourterelles étaient les seules absentes de la journée. Le mécontentement dans l'enseignement privé. Depuis 1984, les griefs s'accumulent. On se plaint d'une absence de dialogue avec l'État. Une bonne raison pour l'UNAPEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement privé, de se retrouver à Poitiers. Une réunion au Futuroscope, un cadre futuriste pour parler d'avenir. Reportage Jeanne Gouraud, Philippe Basquin. Vedette désormais incontournable du congrès l'UNAPEL, l'Europe. Les parents d'élèves ont planché pendant 2 ans sur le dossier. L'enseignement privé sera donc au rendez-vous européen avec des initiatives applicables dès la rentrée 93. L'apprentissage précoce des langues, la culture religieuse, la connaissance des cultures, les échanges de personnes, élèves, parents, enseignants. Et ces propositions concrètes, nous les faisons aussi bien aux établissements qu'à l'enseignement catholique en général, qu'au pouvoir public, qu'aux communautés européennes. Si l'on veut vraiment que l'Europe existe, il faut faire de nos enfants des Européens, c'est-à-dire les habituer à d'autres cultures et à la tolérance, au respect de l'autre, à la connaissance de l'autre, de façon à ce qu'ils ne disent plus « ils sont fous ces Romains », mais dire « comment ils font ces Romains ». Une question apparemment captivante puisque 50 adolescents de l'UNAPEL consacrent ce week-end à tenter d'y répondre. L'occasion de découvrir les joies du tag pour la bonne cause, dessiner l'Europe. Et à travers ça, il faut quand même montrer que l'Europe, c'est une unité, quoi. C'est pas... c'est une unité aussi politique, économique et sociale, surtout. Mais c'est... niveler toutes les cultures, c'est pas évident. Quelqu'un, il te dira pas, je suis européen. D'autres groupes parlent tolérance, culture et communication dans la CEE, des thèmes qui seront développés dimanche en clôture de la délégation nationale. Reste maintenant à financer ce plan d'action pour l'Europe, alors que la querelle à propos de la dette de l'État ne s'est pas apaisée. 1,8 milliard avait été accordé en décembre, mesure insuffisante pour l'UNAPEL qui envisage d'aller jusque dans la rue pour réclamer ce que l'enseignement privé estime être son dû. Culture à présent, il a 40 ans et il n'a plus de certitude. Renaud, porte-parole des jeunes dans les années 80, a bien changé. Il revient sur scène à Paris à partir de lundi. Fini le Zénith et vive le cadre beaucoup plus intime du Casino de Paris. Il y retrouve l'atmosphère des terrasses de café où il a fait ses débuts. Thierry Stampfler et Victor Harish nous offrent en avant-première la répétition de cet après-midi. Regardez. Contrairement aux hommes politiques, moi j'assume totalement et mes contradictions, et ma maladresse, et mes erreurs. Et contrairement à eux, j'essaye d'être aussi critique, aussi sévère avec mes amis qu'avec mes ennemis, quoi. Tout à la fois frondeur et timide, Renaud est un personnage très attachant par sa totale sincérité. Gavroche perpétuellement en révolte, il est capable aussi des plus grands élans de tendresse. D'abord passionné par ses textes et les préoccupations sociales qu'ils expriment, il ne cherche pas à cacher le trouble qui l'habite depuis quelques mois. L'évolution des relations internationales, la trahison de certaines forces dites de gauche, autant d'événements qui ont ébranlé quelques-unes de ses certitudes les mieux ancrées. Là où les arbres n'ont jamais donné. Mon éducation m'a toujours poussé vers les victimes aveuglément, sans savoir pourquoi elles étaient victimes et ce qu'elles devenaient quand le jour où elles n'étaient plus victimes, mais elles devenaient, souvent elles deviennent des bourreaux, on l'a vu dans l'histoire. Symbole des doutes qui assaillent Renaud, cette chanson encore inédite où il appelle Gorbatchev à notre aide. Si t'en as marre du communisme, je te raconte pas le capitalisme, comme c'est le panard. Comme on est manipulé, intoxiqué, fiché, blousé par ces tocards. Viens donc contempler nos idoles, elles sont un peu plus rock'n'roll que ton Lénine. Bernard Tapie, Anne Sinclair, avec ça tu comprends que notre misère soit légitime. Nos idées peuvent amener une prise de conscience de gens pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils se battent et pour qu'ils plient pas les chines et puis pour que... Je sais pas. Mais ça, tout ça, ça participe d'un grand courant auquel participent tous les artistes, tous les créateurs, tous les gens dont le rôle c'est d'embellir la vie. C'est pas des histoires, c'est pas du pipeau, fais gaffe à jamais suivre les troupeaux.
Cannes avec le tout Hollywood présent dans le dernier film de Robert Altman. Le réalisateur iconoclaste de MASH brosse une peinture impitoyable de la société hollywoodienne. The Player, un film sur l'ambition, la cupidité et la corruption que nous présentent Michel Vial et Georges Minangua. Incorrigible Robert Altman, 22 ans après MASH, Palme d'Or ici à Cannes en 1970, le revoici sur la croisette avec un nouveau film corrosif et iconoclaste, The Player, une satire grinçante du petit monde d'Hollywood. Mais Robert Altman se défend d'être en colère ou amer, voire de cracher dans la soupe. Chaque artiste que je connais ne fait qu'une chose, c'est d'essayer de traduire la vérité comme il la voit. Alors, je ne montre pas ce que je ne crois pas vrai. Je montre ce que je pense être la vérité. The Player, MASH, Vincent et Théo, tous ces films me paraissent pleins de vérité. Pour Robert Altman, Hollywood n'est pas un endroit, mais un mot. Et un mot sale, une sorte de synonyme d'argent facile et indu. Au fond, le réalisateur de MASH demeure un franc-tireur, jaloux de son indépendance et méfiant face à tous les pouvoirs, à commencer par celui de l'argent. Hollywood n'est que le miroir de notre société qui redevient cupide. C'est ce que nous apprenons à nos enfants. Par exemple, si un homme riche entre dans une pièce, on dit « ce type vaut 20 millions de dollars ». Aussitôt, tout le monde « Oh, bonjour, comment vous allez, cher monsieur ?» Et si Robert Altman était un vrai moraliste, égaré dans une époque uniquement matérialiste, un gentleman trop malicieux pour n'être que pessimiste, mais trop lucide pour ne pas croire que rien ici n'a véritablement de l'importance. Mon travail est la chose la plus importante de ma vie, mais je ne pense pas que le travail que je fais est très important. Je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. En direct avec nous de Cannes, Henri Chapier. Henri, bonsoir. Compte tenu de ce qui se passe dans les couloirs du festival, Robert Altman pourrait-il faire le même genre de film sur Cannes? Tout à fait, il pourrait le faire partout d'ailleurs, à Cannes comme à Paris, comme dans les entreprises françaises, les grandes et les petites. Il se passe strictement la même chose. Il y a la ruée vers le pouvoir, l'image sociale, ce qui compte, c'est paraître et non pas être. Et ça, c'est un travers qui n'est pas hollywoodien. Et c'est trop simple pour nous de dire ça se passe chez eux. Pas du tout, ça se passe tout à fait chez nous tous les jours et partout. Et il est très bon de nous le rappeler, avec des stars, dans une ambiance un peu frivole et frelatée. Mais c'est vrai que ça se passe aussi dans des lieux qui n'ont pas de grâce. Alors, je crois que cette vérité-là déborde du cadre hollywoodien et cannois. Et je crois aussi que ce film a quelque chance d'avoir un prix, parce que Robert Altman appartient aussi à la génération des gens qui savent faire du cinéma. Et ça, c'est très important, car c'est de moins en moins évident de nos jours. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de style et d'écriture, et il la possède. Merci Henri, on vous retrouve tout à l'heure dans Soir 3 pour nous parler du film russe Luna Park. Tout de suite, un coup d'œil sur les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé quarté quinté de Longchamp. Il y a 17 partants. Il vous conseille de jouer le 2, vous le voyez, c'est son joker. L'As, le 5, le 11, le 12, le 13, le 4 et le 7. Une dernière information sportive. Ce soir, début à San Diego, en Californie, de la finale de l'America's Cup entre le bateau italien Il Moro di Venezia et l'américain America 3. Finale retransmise en direct sur FR3, après Soir 3 à 22h55 et ensuite à 23h50. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, les prévisions météorologiques complètes de Michel Touré. Et je vous retrouve avec plaisir à 22h45 pour Soir 3. À tout à l'heure.